Bonjour Thomas Leralu, bienvenue. Vous êtes donc le cofondateur de Quaïs, un réseau social. On peut y faire quoi sur ce réseau social ? C'est très simple, la même chose que sur n'importe quel réseau. Ça se rapproche assez d'un réseau d'échange comme Twitter. Il ne faut pas le voir comme un TikTok ou un YouTube qui est un réseau de médias, qui est un réseau de contenu. Nous, on essaye vraiment de faire un outil qui aide les gens à mieux se comprendre. Vous prenez Twitter, c'est énormément de débordements. Partout dans le monde, tout le monde s'en plaint. On est quand même sur une stat extraordinaire de un tiers des jeunes de moins de 30 ans qui a déjà subi du cyberharcèlement, de la haine en ligne, des choses comme ça. Et force est de constater que la solution ne viendra certainement pas des GAFAM, des intérêts économiques étrangers finalement. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ces réseaux étaient conçus sur une base quantitative. Ils sont là pour faire du clic. Et bon, s'il y a de l'invective, s'il y a de la bagarre un peu sur ces réseaux, eux, ça leur fait du chiffre, ça leur fait de l'activité, ça leur fait de la pub. Bref, tout leur business model, tout leur modèle économique est basé là-dessus. Donc, ils sont, ils ont des débordements, fake news, harcèlement, de ça, liés à leur nature. Nous, on résout ça en remettant tout à plat. Alors justement, on va détailler ça. Donc on est plus proche de Twitter, donc ça veut dire un réseau d'échange. Twitter, c'est 240 signes, je crois. On peut aussi proposer des vidéos, des photos évidemment associées. On sera un peu dans cette épure-là. Si moi je viens sur Quaïs aujourd'hui, c'est ce que je peux faire, grosso modo ? Grosso modo, oui, les vidéos ne sont pas encore supportées. On peut mettre un lien vers une vidéo YouTube, ça marchera sans problème, mais tout le reste fonctionne. La principale différence, c'est que l'outil lui-même a été conçu pour mettre en avant les informations pertinentes. Disons simplement, pour résumer, que on est sur un réseau social où les fake news, la haine, le cyberharcèlement ne décollent pas, ont tendance à rester invisibles, tout simplement parce que la nature du réseau a été faite comme ça. C'est pas une question de magie d'algorithme, c'est vraiment des innovations derrière. Il y a un écosystème. Et on a tout simplement une sérénité des échanges retrouvés, un impact sociétal positif. Quand on voit ce qu'Elon Musk est en train de faire de Twitter, il viendrait intégrer 62 000 comptes bannis pour des infractions multiples, plus célèbre évidemment étant celui de Donald Trump. Oui, mais en même temps, il vient juste de virer Kanye West. Oui, bref. Et puis il vient de virer aussi la moitié des salariés. Bref, vous vous dites, finalement, on arrive au bon moment, on peut être une alternative. Alors évidemment, Twitter aujourd'hui, c'est 350 millions d'utilisateurs. Bon, voilà. Mais c'est le bon moment pour créer un réseau social alternatif comme ça ? C'est toujours le bon moment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens en ont marre. On en est arrivé à un stade où on ne fait qu'attendre que les stats évoluent. Comme j'ai dit, 30% de harcèlement. Les fake news ont un impact tel que le Congrès américain s'en inquiète. Le gouvernement français aussi, d'ailleurs. On a nos propres surveillances là-dessus. Aujourd'hui, c'est surtout qu'on en parle parce qu'on se rend compte que des milliardaires achètent des réseaux. Ils vont devoir rentabiliser ces réseaux. Et l'intérêt de l'utilisateur réel, on se demande s'il va vraiment être respecté. Alors, vous en êtes où on peut déjà utiliser Quaïs, vous cherchez des investisseurs pour monter en puissance, vous en êtes tout de l'histoire de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons, c'est pas des promesses, le système fonctionne. On a un système de dons en ligne, crowdfunding à petite échelle, parce qu'on le teste d'abord, parce qu'on est quand même une start-up pour l'instant, on teste sur une relativement faible audience, quelques centaines, quelques milliers de préinscrits. On le réserve actuellement aux gens qui nous soutiennent. On a une page Tipeee, c'est sur Quaïs. Les gens qui nous soutiennent immédiatement ont un accès. C'est réel, on peut le voir. Mais on attend l'arrivée d'investisseurs justement pour pouvoir le faire en grand. On n'est vraiment pas loin. Le produit existe. Ces dérives dont vous parlez, on va les reprendre ensemble. Par exemple, reprendre le contrôle de nos émotions. Ça fait partie des arguments que vous mettez en avant pour vanter les mérites d'un réseau social alternatif. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux existants ? Ils fonctionnent à l'émotion d'une certaine façon. Ils nous incitent à les exacerber sans forcément les maîtriser, c'est ça ? Absolument. On le voit directement sur... on va prendre Twitter et Facebook. Twitter, c'est des likes, ou rien, ou des retweets éventuellement. Facebook, c'est encore pire. Il y a des systèmes de likes émotionnels, genre je rigole, je cœur, je pleure, etc. Il n'y a pas d'évaluation objective. On parle vraiment du pathos et non pas du logos. Et nous, on s'intéresse à ça. On a une évaluation en plus des likes. On a la possibilité, en un clic sur Quaïs, d'évaluer la pertinence. Est-ce que c'est étayé ? Est-ce que c'est un fait vérifiable ? Est-ce que c'est objectif ? Ou à l'inverse, est-ce que c'est inutilement agressif ? Est-ce que c'est un troll, etc. Et à force d'évaluation de la communauté, le système peut être alimenté de données et mettre en avant des profils constructifs, finalement,
au détriment de profils plus destructifs. Il y a un petit côté Wikipédia là, dans la démarche, c'est-à-dire que sont les utilisateurs qui vont permettre d'évaluer ou de qualifier la pertinence des propos partagés, c'est ça? Exactement, mais disons que c'est une approche démocratique. On ne peut pas tout laisser aux utilisateurs, sinon ça devient 4chan ou des choses comme ça. Il faut quand même qu'il y ait un cadre. Le cadre a vraiment été calculé. On travaille avec Patrice Georget notamment, qui est une sommité dans son domaine, qui est docteur en psychosociologie, qui nous aide à faire ça. Avec la recherche scientifique, on a vraiment des gens là-dessus. On a un système qui permet, en un mot, aux gens d'aider les gens à mieux se comprendre. Tout simplement. Et donc, sur cet impact émotionnel, parce que les réseaux sociaux tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, ils ont un impact émotionnel sur nous. Cette étude concernant l'image de soi, ça a un impact pour 55% des femmes, 38% des hommes. L'estime de soi, par exemple, à peu près les mêmes chiffres, même le bonheur. Enfin voilà, il y a ces estimations. Puis alors, il y a d'autres chiffres. Alors là, je voudrais qu'on soit vraiment sur la question des fake news, démêler le vrai du faux. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'il faut en prendre conscience que c'était une fake news, mais est-ce que les Français prennent conscience de ça quand ils utilisent les réseaux sociaux, de la présence des fake news? Le monde entier prend conscience de ça. Le problème, c'est la qualification des fake news. Sur Facebook ou Twitter, on va rapidement avoir un phénomène de complotisme où les gens vont penser que les fake news, en fait, elles viennent de gens comme vous, de journalistes. Et il va y avoir une espèce de défiance. Les réseaux, pour revenir à ce que vous disiez avant, polarisent les avis. Ça fonctionne à l'émotion, ça génère du clic, c'est même prouvé. Il y a des études qui montrent que ces réseaux gagnent de l'argent en polarisant, en extrémisant le débat et en générant finalement de la haine. Il y a de l'invective, on revient, ça fait de la pub, etc. Et les fake news d'ailleurs se partagent plus vite que les informations vérifiées. Donc c'est un problème. Et bien chez nous, c'est exactement ça qu'on a résolu. On a un système qui fait que les fake news ne décollent pas. L'algorithme ne met pas en avant ça parce que nous avons les indicateurs pour. Des niveaux de confiance, une modération. Oui, mais alors, comment vous l'évaluez? Parce que c'est pas si facile. Parfois, on peut en bonne foi penser partager une information vérifiée, puis on va se rendre compte qu'elle n'est pas vérifiée. Comment qualifier une information? C'est un vrai défi, ça. Alors, il y a à la fois l'évaluation communautaire, et on a aussi une modération. Mais il ne suffit pas juste de dire est-ce qu'il y a suffisamment de likes ou de partages. C'est une question de fait vérifier, c'est une question d'outils. Par exemple, on a la possibilité de mettre une objection. Alors c'est très simple. S'il y a une fake news sur Twitter qui passe, les gens naturellement ils vont être pris par l'émotion, ils vont liker, ils vont regarder les commentaires, ils vont se rendre compte que ah bah non en fait il y a un commentaire qui explique que c'était pas vrai. Donc ils vont liker le commentaire qui explique que c'était pas vrai, ils vont passer à autre chose. Sur quoi s'il se passe la même chose, quand on like une objection, ça retire le like qu'on a mis au sujet initial, empêchant donc sa propagation. Des innovations comme ça, on en a tout un faisceau. C'est juste un exemple, on n'aura pas le temps de toutes les détailler. Mais ça fonctionne, on le teste, c'est actuellement en live sur des centaines de personnes et ça fonctionne. Alors vous avez évoqué ce chiffre sur le harcèlement, 27% des jeunes, 12% de la population totale assurent avoir déjà été victime d'insultes ou de propos grossiers sur les réseaux. Alors là aussi, comment vous luttez contre le harcèlement? C'est-à-dire que, est-ce que un compte de harceleur va être systématiquement fermé? Sur d'autres réseaux, parfois ça prend beaucoup de temps et même des fois on n'y arrive pas. Donc comment vous allez faire? C'est assez simple. Déjà, on le met dans nos conditions générales d'utilisation. Il faut savoir que Twitter, dans les conditions générales d'utilisation de Twitter, ils ont un intérêt très limité finalement sur le harcèlement en ligne. En fait, ils se contentent de dire si vous avez un dépôt de plainte avec jugement, là effectivement, on va fermer le compte. Sinon, c'est un peu à notre bon vouloir. Nous, on a vraiment une surveillance là-dessus. On a des indicateurs, encore une fois, ces indicateurs de pertinence où en un clic, on peut dire inutilement agressif, etc., qui nous permettent de remonter l'information et donc avant même de les bannir, de les faire baisser en visibilité. Donc finalement, les trolls, on ne peut pas les supprimer. On ne peut pas atteindre finalement la liberté d'expression, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit, mais on peut éviter de les mettre en avant. On ne peut pas supprimer la bêtise et la haine, mais on peut les rendre invisibles. Allez, on termine sur le modèle économique, parce qu'on a vu que Twitter, puisqu'on est beaucoup sur la comparaison Twitter, a perdu de l'argent pendant de nombreuses années. C'est quoi le modèle économique de Quaïs? Il est double. Pour que ça fonctionne, il faut à la fois qu'on dépende des publicités, sauf que nous, on ne va pas revendre des tas de données, on va juste mettre de la publicité contextuelle non intrusive. Mais on propose aussi un modèle premium, c'est-à-dire qu'on peut payer quelques euros par mois pour avoir un accès premium sans pub. Et on pourra aussi avoir des fonctionnalités avancées, comme l'export de sujets complets avec un sommaire, des diagrammes et tout, en un seul clic. Merci beaucoup, merci Thomas Leroy et bon vent à Quaïs. On passe à notre débat. Et si pour Noël, on s'offrait des cadeaux de seconde main?